j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo de bilan de lecture, donc le bilan de mes lectures de février 2023. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti pour ne plus tarder. Je commence avec les ouvrages que j'ai pu lire. Après, je vous ferai un vrai bilan. De combien de pages, quel type de livre que j'ai pu lire, etc. Pour commencer, donc février, c'était le mois du Black History Month, où il fallait lire en général des auteurs ou des autrices noirs. Je vous avais présenté une vidéo à cet effet, je vais vous la remettre si vous souhaitez. Et puis, j'avais choisi d'autres ouvrages aussi sur Instagram pour compléter ma petite liste, qui est toujours non exhaustive, évidemment. Alors, j'avais eu la chance de lire aussi sur des personnages noirs qui avaient marqué l'histoire des Noirs, parce que c'était le Black History Month. Et à cet effet, j'avais trouvé donc le buste de Rosa de Fabrizio Sileil, je crois, Sileil, je sais plus. Je vous mettrai la couverture juste ici. Donc ici, on est à Détroit, il me semble. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui part au musée donc, des transports qui a été réalisé notamment par Ford. Et son grand-père va lui raconter son histoire et comment il a aussi participé à la ségrégation et comment il a vu également les luttes et les mouvements pour les droits civiques, notamment avec Rosa Parks. Oui, donc c'était très intéressant de lire cette petite histoire et de voir comment ce grand-père avait pu faire de la transmission à son petit-fils qui ne connaissait pas ces histoires. Donc l'importance de raconter ces histoires de génération en génération et de aussi laisser les traces pour les générations à venir. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Je vous laisserai toutes les infos ici pour que vous puissiez aller voir tout cela si ça vous intéresse. On connaît bien évidemment l'histoire de Rosa Parks et puis on sait qu'il y avait d'autres personnes qui avaient suivi le mouvement parce que l'image de Rosa Parks, entre guillemets, est parfois controversée. En tout cas, elle a aussi fait ce qu'elle avait à faire aussi, même si elle a suivi un mouvement. Donc la première personne qui aurait pu faire ça éventuellement s'appelait Codette Colvin. Donc vous allez pouvoir retrouver plus d'informations sur elle aussi si vous cherchez. Des personnages qu'on connaît, mais c'est bien aussi de faire sa part comme on peut, même si c'est pour suivre un mouvement. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire donc 3 tomes de l'Arabe du futur. Donc j'avais commencé avec le 2 puis le 1. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. C'était mes lectures de janvier, mon bilan de lecture de janvier que je vous laisserai ici ou ici pour que vous puissiez aller consulter tout cela. Et donc j'ai continué dans l'ordre cette fois-ci. L'Arabe du futur 3, donc entre 1985 et 1987. Donc on a la vie de cette famille, donc la famille de Riyad Sattouf, donc lui, son frère, sa mère et son père, donc en Syrie, après avoir été en Libye dans les tomes précédents et en Syrie. Donc ils sont restés dans le petit village donc, de son père en Syrie et où la mère va se battre pour pouvoir retourner en France, persuader le père parce que vraiment elle commence à se sentir vraiment pas très bien, elle aimerait plus de confort, etc. Ensuite, je ne vais pas tout vous dire, mais en gros ce qui se passe, dans le tome 4, donc entre 1987 et 1992, un petit peu plus de temps, Riyad Sattouf commence à devenir un adolescent, il voit que ses parents se déchirent de plus en plus depuis le tome où sa mère veut vraiment retourner en France. Son père est toujours à la quête d'un poste où il sera mieux payé, toujours mieux payé pour toujours avoir ce statut d'enseignant-professeur à l'université. Donc il va un peu postuler partout et il va partir en Arabie Saoudite où on va le prendre en tant qu'enseignant. Donc il va partir là-bas et dans le tome 3 justement il parlait de l'histoire de tous ces pays, notamment l'Arabie Saoudite et l'Occident et comment ces pays étaient devenus ce qu'ils étaient à ces époques-là. Le père se tourne davantage aussi vers la religion pour devenir plus pratiquant parce il se considérait toujours comme un arabe mais il n'était pas pratiquant. Il connaissait pas mal de choses parce que je pense qu'il avait certainement étudié le Coran et autres, mais il ne pratiquait pas et là il se tourne vraiment plus vers la religion et il en parle vraiment beaucoup et il devient presque un pratiquant en fait. Il y aura évidemment
une autre partie de cela dans le livre que je ne vais pas vous dévoiler forcément et dans les livres à suivre. Et puis ils vont retourner en Bretagne, donc sa mère et Riyad et son petit frère. Et à la fin du tome, on va apprendre que malheureusement il y aura un élément perturbateur que j'ai pas envie de dévoiler, mais je pense que peut-être que vous connaissez parce que peut-être que dans les résumés c'est dit. Si toutefois c'est dit, je mettrai une phrase pour vous expliquer ça, mais sinon si c'est pas dit, je garde le silence pour que vous puissiez aller découvrir. Moi j'avais pas lu les 4e de couverture exprès pour tout découvrir, et comme je vous disais, ben, toute cette œuvre, je lis cette œuvre pour un club de lecture avec d'autres personnes pour pouvoir en parler. Moi il me reste jusque le tome 6 et j'ai préféré ne rien savoir, on a préféré ne rien me dire aussi pour que je découvre vraiment et que je sois vraiment immergée dans l'univers, tout découvrir. Ensuite j'ai lu donc l'Arabe du futur 5 qui se déroule entre 1992 et 1994. Donc là Riyad est bien plus grand encore. Il a environ 14 ans il me semble. Il n'est plus donc le beau bébé, le beau bambin qu'il était. Il a plus ses cheveux blonds parce qu'il avait des cheveux blonds que tout le monde admirait, etc. Je trouve moi qu'il ressemble de plus en plus à son père dans ses traits. Ses cheveux aussi sont différents. Et puis sa mère essaie et se bat de façon tout à fait légale en prenant des avocats et en demandant le divorce pour pouvoir du coup faire face à l'événement perturbateur qui avait eu lieu dans le tome précédent, donc le tome 4. Et là, c'est à ce moment que le petit Riyad va commencer à lire, découvrir la littérature, notamment Lovecraft et pas mal d'autres choses. Donc tout cet univers un peu SFF, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, il va aussi également se tourner sur tout ce qui est sur du paranormal, parce que souvent il faisait des rêves aussi qui le perturbaient, etc. Donc il va en apprendre davantage sur ce sujet et vraiment se plonger dans cette petite chose. En gros, je pense que dans ce tome, il commence à se créer aussi seul et pas sous le regard de son père qui voudrait qu'il soit un bon arabe, et non plus sans oublier ces deux cultures qu'il a du mal parfois à emboîter pour pouvoir en faire un. Voilà. Donc il est pas mal de choses à la fois, et puis parce qu'il a beaucoup voyagé, il a dû s'adapter aussi à l'école, apprendre une langue, la lire, l'écrire, etc. Et puis là, il va rencontrer aussi une jeune femme qu'il aime éperdument et qui dira qui est la femme de sa vie, qui s'appelle Anaïk, je crois. Et c'était très intéressant, et je crois que c'est là aussi qu'il va découvrir la musique, pas mal d'autres choses, le rap, etc. C'était très intéressant de voir un adolescent grandir malgré tout et faire face aussi à des problèmes chez lui, avec un père aussi qui a un petit peu beaucoup changé. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Donc comme je vous disais, il me reste que le tome 6 à lire parce que je les emprunte à la médiathèque et je pense que tout le monde veut les lire. Donc il y a une liste où il faut réserver l'ouvrage. Je n'arrivais pas à le réserver. Là, j'ai réussi à le réserver, mais maintenant, je dois attendre que le livre revienne et que toutes les personnes qui étaient avant moi le réservent et que moi, j'ai enfin la chance de le faire. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, lorsque ce sera fait. J'espère que ce sera le mois prochain parce que j'ai envie de terminer cette lecture, d'en parler aussi avec le groupe de lecture que j'ai ailleurs, donc voilà, avec mes proches. Des proches, et aussi vous en dire davantage. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous pensez les lire, les acheter ou autre. J'aimerais vraiment avoir votre avis et je suis vraiment contente de me lancer dans cette aventure. Il y a une autre bande dessinée qui m'avait été recommandée aussi que je vais lire. J'ai déjà les 2 premiers tomes, je crois qu'il n'y en a que 3. Je vais essayer de commencer, mais vous aurez l'occasion de voir ça donc sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, surtout rien manquer. Ensuite, j'ai continué donc ma petite exploration entre guillemets avec le Black History Month, avec un autre personnage de l'histoire des Noirs, etc. Même si l'autrice n'est pas afro-descendante, afro-autre. Alors, j'ai lu Ruby Tête Haute d'Irène Cohen-Janka, je crois qu'on dit comme ça. Donc ça parle de l'histoire de la petite Ruby Bridges, je pense qu'on dit comme ça.
C'est donc l'une des premières petites filles noires, en tout cas c'est celle qu'on a suivie, qui a tenté l'expérience qui avait été faite donc dans le sud lors de la ségrégation pour pouvoir permettre aux enfants noirs d'aller à l'école avec les autres enfants, donc les enfants blancs dans ce cas-là. C'était une histoire très touchante que je connaissais déjà et c'est une histoire qui est en général enseignée aux États-Unis aux petits, notamment lors du Black History Month, mais en général c'est enseigné aux petits, les parents aussi l'enseignent aux petits. Je crois qu'il y a un film que je n'ai pas encore vu, que j'espère voir très bientôt. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comment c'était. Donc moi, ce sera la suite pour moi. Et peut-être que j'irai lire aussi des ouvrages destinés éventuellement aux adultes sur sa vie. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Elle expliquait comment c'était difficile déjà pour elle d'aller à l'école avec d'autres enfants qui ne voulaient pas lui parler, comment les enfants ont été retirés de la classe, donc elle était la seule avec son enseignante qui lui a appris à parler, qui lui a appris plein de choses et qui a continué à lui faire l'école jusqu'à ce que ça devienne tout à fait plus ou moins normal, et comment cette jeune enseignante l'avait manqué parce que par la suite l'enseignante a dû partir. J'ai trouvé ça vraiment très touchant aussi qu'elle se soit battue parce que elle aurait pu prendre peur avec tous les parents qui venaient manifester, qui balançaient des choses vraiment horribles face à une petite fille, et comment aussi les personnes autour, dans son entourage proche et immédiat, dans sa communauté, pensaient que tout ça c'était pas nécessaire et que, pas tous hein, que c'était pas nécessaire et que ça faisait davantage de bruit et que c'était mieux de rester dans son coin jusqu'à ce que peut-être si toutefois les choses évoluent, voilà. Donc je trouve que c'était vraiment une très bonne initiative ce qui a été fait, et qu'elle avait eu beaucoup de courage vraiment de continuer, parce que tout le monde n'a pas continué l'école et n'ont pas voulu continuer à subir cela aussi, parce que c'est quand même un choc. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et puis j'ai trouvé les illustrations intéressantes également. Ensuite, là je vais passer avec tous les ouvrages que j'avais vraiment en main qui sont à moi. J'ai eu la chance de lire donc Feu, Fièvre, Forêt de Marie Ranja Noro, donc aux éditions Latérite, qui se présente comme ceci. Alors, c'est un roman qui m'a été envoyé, donc je remercie encore l'agence qui m'a contacté pour lire cet ouvrage. C'est un ouvrage que je suis contente d'avoir lu parce que je connaissais, dans mon imaginaire en tout cas, je connaissais rien ou très peu sur Madagascar. On entend beaucoup parler de Madagascar, en tout cas moi j'ai beaucoup entendu parler de Madagascar, mais je pense que ici en tout cas on connaît moins l'histoire, on connaît moins la société, on connaît moins... Et puis si on a la chance d'avoir un ami ou une amie de la famille, tant mieux. Mais est-ce qu'on connaît l'histoire? Est-ce qu'on en parle? Ici on parle de l'insurrection, donc anticoloniale de 1947 qui a eu lieu là-bas, plutôt dans l'est du pays, comme disait l'autrice, et c'est une révolte qui a été menée par les Malgaches en face de l'administration française, évidemment. Et ici, on part avec plusieurs personnages, donc un tirailleur sénégalais par exemple. On part avec deux filles qui sont nées de deux mères différentes. L'une des mères est la coucheuse de l'autre et vice versa. Mais en même temps, ces filles-là sont toujours ensemble. On part avec la légende de la femme à trois seins qui s'appelle Telenono, que je ne me trompe pas. Et aussi, on part avec un général, si je peux dire ça, Pierre Gallois Darousse, qui a été envoyé, donc depuis la France, je crois, depuis la Bretagne, je ne sais pas trop, vers Madagascar pour faire régner l'ordre, etc. Et c'était vraiment très intéressant. Je ne vais pas vous en dire davantage ici parce que je vous laisserai un article pour aller vous faire un avis. J'ai un article sur mon blog et aussi une petite chronique sur Instagram. J'ai vraiment beaucoup aimé, et puis il y a d'autres contenus également que vous pouvez trouver comme des podcasts ou pas mal de choses sur
cet ouvrage. Sachez également qu'il y a un film et puis je vous mettrai éventuellement le nom du film. J'ai peur de me tromper. Favala je crois, mais j'ai peur de me tromper. Donc voilà, j'ai eu la chance de terminer finalement Beloved de Toni Morrison. Donc une version que j'ai trouvée d'occasion et que j'avais commencé l'année dernière. J'avais pas pu poursuivre. J'avoue que cet ouvrage était très difficile pour moi, émotionnellement parlant. Mais je trouve aussi que la plume de Toni Morrison, il faut quand même y aller. Je trouve pas ça hyper complexe, mais quand même. Donc ici, on part avec l'histoire donc de Seth, qui est une jeune esclave qui a eu des enfants. Et là, cet enfant, elle a une fille finalement, une autre fille qu'elle décide de tuer, voilà, parce qu'elle ne voudrait pas que sa fille subisse les mêmes choses. Et elle sait ce qui attend sa fille et elle refuse d'infliger ça à sa fille. Mais visiblement, l'esprit, le fantôme si vous voulez, le spectre si vous voulez, de sa fille va revenir, la hanter et certainement hanter toute la famille, toute la maison. Et ça va causer du tort bien évidemment à Seth, mais aussi à tout le monde autour. Donc voilà, c'était une histoire intéressante que j'ai envie de recommencer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de recommencer. Et puis continuer à lire du Toni Morrison. Je crois que c'est mon deuxième de Toni Morrison. Je crois que j'ai lu Sula et Beloved. Je vais continuer avec ceux que j'ai à la maison et éventuellement aller en emprunter d'autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Toni Morrison en général. Et puis moi c'est une histoire qui me touche comme je vous disais parce que les relations entre mère et fille, pour moi je trouve ça très important. On n'en parle pas forcément beaucoup. J'ai aimé aussi vers la fin comment on donnait la parole à d'autres personnes de la famille, notamment une sœur de la chère petite qui n'est plus. Voilà. J'ai trouvé ça aussi très bien décrit. Après, c'est une traduction évidemment, mais j'ai trouvé ça quand même très bien décrit et je me retrouvais vraiment dans l'atmosphère. Donc voilà. Je pense que tout le monde connaît Beloved au jour d'aujourd'hui, mais voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de lire donc Les gens qui doutent. Je vous en avais parlé dans une vidéo sur l'amour dans la littérature. Alors, dans la littérature haïtienne. Alors ici, j'ai un roman aux éditions Atlantique Déchaîné, que je remercie d'ailleurs pour cet exemplaire et d'autres ouvrages que j'aurai l'occasion dont j'aurai l'occasion d'en parler très bientôt. Donc, Les gens qui doutent d'Hélène Maudu. Hélène Maudu est une jeune femme française qui vit et qui travaille en Haïti. Donc, elle est établie depuis à peu près 10 ans dans le pays et Les gens qui doutent est son deuxième roman. Ici, elle nous raconte la vie de 3 personnages. Comme je vous disais, on parle de triangle amoureux aussi. Donc il y a Fabrice qui est un jeune plasticien qui vit en Haïti et qui vit normalement plus ou moins bien de son art. Il y a également Eva qui est une jeune haïtienne qui est une jeune femme qui a connu tellement de choses qu'elle est devenue un petit peu effacée, moins sûre d'elle, dans un pays où c'est difficile. Et elle a toujours aimé la photographie, on l'a poussée à devenir photographe. On va dire que c'est son métier au jour d'aujourd'hui. Et puis la troisième femme qui est Juliette, qui est une blanche qui est venue, je pense qu'elle est française, qui est venue vivre en Haïti pour travailler notamment. Et ces deux femmes vont rencontrer Fabrice. Eva connaît Fabrice depuis un moment, ils sont entre amour et amitié. Et un jour Fabrice donc va organiser une rencontre. Et du coup les trois vont se rencontrer et finalement Eva va trouver quelque chose à Juliette. Mais malheureusement ce que personne ne savait c'est que on est dans une société où on parle en fait des problèmes politiques, de pas mal d'autres choses, de violence, pas mal d'autres choses parce que on est de nos jours en quelque sorte. Il n'y a pas vraiment de date, mais avec les événements qui se passent, on voit qu'on est de nos jours où la population va se préparer à faire des manifestations. Donc, ces manifestations sont là pour
rappeler en quelque sorte ce qui s'est vraiment passé dans la vraie vie, c'est-à-dire une affaire du Petro-Caribé. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'essaierai éventuellement de vous mettre des liens si vous n'avez pas entendu parler, mais si vous tapez Petro-Caribé, vous aurez plein d'informations. En fait, c'est de l'argent qui avait été prêté à Haïti par le Venezuela, si je résume, pour entrer dans une certaine communauté. C'est plus compliqué que ça. Et cet argent a disparu. Donc la population va dénoncer ces injustices et dire comment cet argent a pu disparaître comme ça et comment l'État ne peut pas répondre de ça. Donc on s'apprête à voir ces manifestations et tout le monde a peur. Donc les gens qui vont se terrer ou vivre une dernière fois, on va dire entre guillemets, leur nuit à Port-au-Prince, des nuits à Port-au-Prince, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Donc malheureusement, Eva ne va pas savoir que son cher ami, donc Fabrice, est parti, même si on savait qu'il aurait pu partir un jour parce que sa famille avait commencé les démarches et tout. Et même si on ne sait pas quand, comme d'habitude, on ne sait jamais quand les gens partent parce qu'on ne dit jamais quand on part en Haïti pour diverses raisons. Et elle va donc se retrouver qu'avec Juliette. Et là va naître quelque chose dans cette nuit. Et la nuit est pour moi très importante, notamment, et puis ça m'a fait découvrir une autre Haïti, d'autres nuits haïtiennes, parce que moi je connais certaines nuits, pas forcément dans la capitale, comme ça, à ces heures-ci. Et de voir deux femmes se côtoyer, c'était intéressant. Et puis moi ça m'a permis de me replonger sur pas mal de choses, le challenge notamment pour le Petro-Caribé, les Petro-Challenges par exemple. Pas mal de choses, il y a un podcast aussi sur cela. J'ai apprécié de voir autre chose avec la plume de cet auteur en fait, de cette autrice, parce que je ne connaissais pas sa plume. J'ai lu son premier roman du coup, donc j'ai vu autre chose. Et puis je me suis posé plein de questions aussi autour de cette lecture. Pourquoi partir? Pourquoi rester? Quand partir? Pourquoi toujours vouloir rester? Pas mal de choses. Et puis c'est quelque chose qui me touche aussi parce que moi je ne suis pas partie vraiment comme ces personnes, mais j'aurais aimé être chez moi. Et je ne le suis pas et je ne peux pas. Parce qu'on parle aussi un peu de la violence et les gangs et pas mal de choses. Donc on est en perpétuelle insécurité, en perpétuel mouvement, mais quand même dans une ville qui semble tellement calme. Donc c'est tellement intéressant et tellement normal et c'est tellement intéressant. Et ce que j'ai adoré, c'est lorsqu'elles vont acheter de quoi manger et comment c'est intéressant, comment Eva, qui ne connaît pas le milieu des personnes entre guillemets expatriées, donc qui viennent travailler dans le pays, donc où elle va dans une soirée, elle voit comment ces gens à vivre en fait et comment ils se débrouillent plutôt bien. Voilà, c'était vraiment intéressant. Je remercie vraiment, j'ai eu la chance de rencontrer aussi l'autrice. Je remercie vraiment cette rencontre et l'opportunité de lire ce livre. Et je suis dans toute une vague de livres qui sont non hétéronormés. Et je trouve ça super intéressant, vraiment. Depuis, je pense maintenant, ça fait quelques années, on a beaucoup dans la littérature haïtienne, on a beaucoup d'allusions de couples non hétéronormés. Et ça, je trouve ça génial parce que je pense que c'était toujours là, mais peut-être qu'on n'osait pas en parler autre. Donc ça a commencé évidemment avec Gary Victor, peut-être d'autres personnes que je n'ai pas lues avant. Mais je suis vraiment contente de voir que ça émerge davantage. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo sur ça. Voilà. Ce sont donc tous les ouvrages que j'ai pu lire. J'ai lu autre chose, mais comment vous expliquer? J'ai commencé Amour, colère et folie en février, mais comme c'est une trilogie, j'avais lu le 1 et le 2. Donc j'avais lu Colère, Amour et colère, je crois, et il me restait folie. Donc je compte pas ce livre-là au mois de février, je le compte en mars parce que je l'ai terminé en mars. Et puis restez connectés pour éventuellement la date pour la rencontre d'Amour, colère et folie qui sera normalement en avril. Et puis on reviendra éventuellement sur le cycle Jacques-Stéphane Alexis parce que malheureusement j'ai pas pu avoir une rencontre avant à cause de plein de choses plutôt personnelles. J'espère que vous allez pouvoir comprendre et que on pourra avancer ainsi avec nos rencontres.
petit bilan de fin. J'ai lu donc 8 ouvrages, j'ai lu à peu près 1600 pages, dont 3 romans, 2 nouveautés et un classique que j'avais déjà commencé qui est Beloved. J'ai lu 3 bandes dessinées ou romans graphiques. Donc ça c'était la série l'Arabe du futur. Et enfin 2 albums jeunesse qui étaient tous les deux, oui, des albums purs et durs, pas de documentaire ou autre, ça ce sera pour le mois d'après. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre donc sur les autres réseaux sociaux si ce n'est pas encore le cas. Je remercie également toutes les personnes qui me soutiennent depuis très longtemps. N'hésitez pas de vous abonner. Je remercie toutes les personnes, les nouvelles personnes également. N'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous avez lu, ce que vous pensez lire ou ce que vous lisez en ce moment. Ça me ferait plaisir. Et puis je pourrais mettre ça éventuellement sur ma liste. J'essaie de me lancer. J'espère que ce sera de très belles lectures cette année et de plus en plus de lectures. En ce moment, si vous voulez savoir, j'ai terminé un autre ouvrage que je n'ai pas là, mais je vais vous en parler très bientôt. Et en ce moment, j'ai repris 3 femmes d'Haïti dont je vais vous parler pour le mars au féminin. Justement, un petit recueil tout fin de nouvelles. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Kemberet, Kembela, je sais pas trop quoi vous dire. À très bientôt, bisous.